Mais Michel Fayad, moi je me pose une question toute simple d'ailleurs. Je me pose toujours ces questions les plus simples du monde. Les limites de la puissance armée. L'Amérique n'arrive pas à mettre à genoux l'Iran. Poutine n'arrive pas à mettre à genoux l'Ukraine. Israël n'arrive pas à mettre à genoux le Hamas. Et le Hezbollah. Bon, là, il y a... Évidemment, je ne suis pas un spécialiste comme vous, ni de l'armée, ni de géopolitique, mais je me rends compte que... Et puis, alors, j'aurais pu... C'est pas forcément nouveau, il y a peut-être des exemples, mais il y a forcément des conséquences de cela. La conséquence la plus simple, ça devrait dire qu'on ne rentre plus en guerre. Puisque je n'arrive pas à mettre à genoux mon ennemi, je choisis d'autres méthodes. Quel est votre sentiment là-dessus ? Moi, il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, à la base, il y a un problème quand une armée régulière se bat contre une force qui est organisée en termes de guérilla. Donc, c'est toujours compliqué pour une armée régulière de l'emporter sur une telle guérilla. Mais en plus, c'est invité quelque chose d'autre que sont les drones. Les drones ont vraiment révolutionné les théâtres de guerre. Aujourd'hui, c'est eux qui s'imposent. Au début, par exemple, de la guerre en Ukraine, vous disiez, les Russes pensaient pouvoir s'appuyer sur leur marine, puis les Ukrainiens utilisaient les drones pour détruire la marine russe présente dans la mer Noire. Donc en fait, ces drones sont vraiment en train de tout changer. Ce que je pense que les Américains auraient pu faire et auraient pu continuer à faire, c'était maintenir le blocus contre les ports iraniens pour empêcher le pétrole iranien de sortir et continuer à liquider certaines personnes clés du régime, notamment Mohsen Rezaei, qui est le conseiller militaire du guide suprême, qui a été le chef des gardiens de la Révolution pendant 16 ans et qui est le vrai homme qui dirige le pays aujourd'hui. Donc s'ils avaient continué la liquidation des personnes clés et qu'ils avaient continué à faire ce blocus économique, je pense que la République islamique d'Iran aurait pu tomber. Rappelez-vous qu'au moment de la guerre du Kosovo, le régime de Milosevic avait été bombardé par l'OTAN pendant de longues semaines et n'était pas tombé. Mais quelques semaines après, il y a eu une crise économique sans précédent et Milosevic est tombé. Donc c'est quelque chose qui est possible. Et une dernière chose, c'est que les Américains ont tendance, depuis Biden et Trump, à vouloir faire des guerres et les arrêter. C'est-à-dire que quand les Israéliens avaient la main au Liban après avoir tué Nasrallah et après avoir fait les beepers, Biden a décidé de ne plus livrer en armes Israël. Israël a dû s'arrêter et donc on a maintenu un Hezbollah armé qui s'est refait, qui a reçu $1 milliard et s'est refait. Et là, vous voyez, en juin de l'année dernière et maintenant, Trump arrête une guerre alors qu'elle aurait pu continuer. Écoutez, votre analyse est évidemment intéressante, mais c'est vrai que c'est frappant de voir que ces armées sont finalement impuissantes pour aller jusqu'au bout. Alors, on termine avec le G7, peut-être avec la sécurité. Voyez le sujet de Nicolas Roger. 16 000 membres des forces de l'ordre françaises mobilisés pour un sommet du G7 sous haute surveillance. Parmi les effectifs concernés, 500 motocyclistes de la police et de la gendarmerie, 64 escadrons de gendarmes mobiles et CRS et près d'1 millier de militaires encadreront la région. Des moyens justifiés selon la préfète qui accueille le sommet. Le risque terroriste qui reste majeur en France, un risque lié à des sabotages éventuels, un risque lié à des attaques cyber et des risques de troubles à l'ordre public. Face au risque terroriste, plusieurs centaines d'enquêteurs sont mobilisés. Dans les airs, une bulle de protection aérienne renforcée sera déployée autour d'Évian-les-Bains en coordination avec la Suisse. C'est justement l'aéroport de Genève qui servira de point principal d'arrivée des différentes délégations. Les cantons suisses frontaliers seront investis d'environ 4000 militaires en appui des polices cantonales et en coordination avec l'armée française. Le sommet est notamment sous la menace affichée de manifestations altermondialistes. Les autorités redoutent des scènes similaires aux émeutes intervenues en marge du sommet du G8 organisé là aussi à Évian en 2003. Bon, il y a quelqu'un qui nous suit qui dit Eric n'y connaît absolument rien au MMA. Il y a des règles, c'est dingue, cette caricature de ce... Oui. Les jeux du cirque aussi. Je conseille ce sport à tous les jeunes, dit ce monsieur. Non, mais je suis assez d'accord en fait. Moi, parce que vous savez que c'est aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ce monsieur ? Je suis d'accord avec ce monsieur. Et Thomas Bonnet, c'est voilà. C'est autorisé aujourd'hui le MMA en France. Il y a en effet des règles. Alors je parle du MMA parce que dans la première mi-temps, je le dis, on a parlé de ça avec le rendez-vous à Washington. Ça a une mauvaise image parce qu'en effet c'est assez violent, mais c'était quand même un sport encadré par des règles. L'ensauvagement du monde, chers amis. Le sumo, oui, le MMA. Mais pardonnez-moi, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux, Oui. le MMA. C'est d'ailleurs son nom. Excusez-moi, MMA. Sauvage. Martial art.
Vous êtes du côté de la sauvagerie. Vous savez ce que ça veut dire, MMA? Non. Moi non plus. Mixed Martial Arts. Tous les coups sont permis, ça s'appelle. Mixed Martial Arts. Les arts martiaux. C'est pas plusieurs arts martiaux. pardonnez-moi, c'est pas une assurance non plus. Il n'y avait pas. C'est aussi une assurance. C'est ça. Oui. C'est ce qui me semble. Il y avait. Mutuelle, J'ai dans l'oreille une pub qui disait. C'est ça, Non, il me mais- semble. Zéro blabla. Si on m'avait dit, C'est ça, MMA si on zéro m'avait blabla. dit, Pascal, Oui, en me levant ce matin, oui, j'allais assister de votre part oui. à Mais je. l'acquiescement à l'ensauvagement du monde. Mais j'en sais. Je Attendez-vous. l'aurais pas cru. D'abord, je ne me serais pas levé. Mais- Parce que ce serait vraiment la fin du monde, autant l'attendre couché. Mais pardonnez-moi, j'ai jamais fait de MMA de ma vie. Mais on peut se demander si cette nouvelle esthétique, effectivement, devient une tradition et ça interroge. Vous savez, on disait la même chose de la boxe sans doute avant. Et de- des jeux du cirque. Ben, Remettons les jeux du cirque à l'honneur, il y avait des règles. Ah, je sais, alors c'est le premier que je jetterai au lion, je sais qui c'est. Hein. Je peux vous dire. Moi aussi, j'ai des noms. Blandine. Pour abonder dans le sens d'Éric, Pascal, moi je croyais qu'au début, MMA c'était de la méthamphétamine. Vous voyez, donc Oui. Bon, je remercie en tout cas Michel Fayad et on vous retrouvera ce soir chez Christine Kelly. Merci pour ce que vous nous avez apporté d'éclaircissement ou d'éclairage. Et voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette actualité internationale. On va parler de l'IANA à présent et puis d'Emmanuel Macron toujours parce que ce syndrome des petites phrases a fait parler tout le week-end. Il y avait un éditorial dans le journal du dimanche, d'ailleurs hier. Excellent. Et non, on va écouter. Inquiétez-vous. Non, je Faut blague. même le dire jusqu'au bout. Mais arrêtez, on va écouter Alain Bauer parce qu'il en a parlé. Moi, j'ai été surpris. Il a parlé de ça, mais il a demandé surtout au président de se taire. De la fermer même. Et de là, oui. De la fermer. Mais faudra qu'on nous dise. C'est une vraie question. Faudra qu'on nous dise à la fin de notre vie ce qu'est l'intelligence. Je vous assure, il faudra vraiment qu'on me dise ce qu'est l'intelligence. Parce que il est très intelligent, mais il est à côté à chaque fois sur ces sujets-là. Donc, c'est pas intelligent d'être à côté tout le temps. Des intelligences qui dérapent. L'intelligence, c'est de réagir de manière appropriée. Donc, de ce point de vue-là, oui, il manque d'intelligence à répétition en plus. Il n'a pas d'empathie, c'est l'intelligence Bah, il y sans a l'empathie. il y a le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Voilà, on peut en parler. C'est pour ça qu'on peut en parler pendant des heures. Un hein. bon sujet de philo, ça, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Charmiez? L'intelligence. Il faudra qu'on nous dise à la fin de notre vie ce que c'est. je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Je sais que la politique, c'est un art de la parole, avant tout peut-être, aujourd'hui en tout cas. C'est un spectacle, mais c'est un art de la parole. Or, M. Macron dérape, entre guillemets, de temps en temps, et ça dessert tout son programme. D'ailleurs, lorsqu'il s'exprime sur l'accord iranien, il a dit un accord robuste. Je ne sais pas très bien si ça veut dire un accord robuste. C'est un adjectif qui est employé à mauvais escient. Quelqu'un est robuste, mais pas un accord. Vous voyez? C'est le prof qui parle, là, l'ex-prof. Mais moi, je ne pense pas que ça soit un dérapage, parce que comme ces petites phrases sont à intervalles Bien sûr. réguliers, je pense que c'est au contraire, ça relève d'une vision, d'une logique, d'une cohérence. Cet homme est dépourvu d'empathie en réalité. C'est-à-dire, je vais même plus loin, je pense que cet homme n'aime pas, au fond, n'aime pas la France et n'aime pas les Français, je crois. D'ailleurs, quelqu'un qui réfléchit à l'avenir de la France avec des mots anglais comme Startup Nation, pour moi, le débat est déjà clos. Vous ne pouvez pas penser la France en anglais. Or, il pense la France en anglais. Il n'y a même pas de culture française. Donc. Ben, Bon. ça participe aussi de ça. Bon. Donc, c'est problématique. Écoutons d'abord Alain Bauer et puis on verra un sujet excellent d'ailleurs que j'ai vu hier soir chez vous avec Elliott Deval de Sarah Fenzari sur ces petites phrases. Mais écoutons ce que disait Alain Bauer hier matin sur l'antenne de CNews. Il ferait mieux de se taire, de la fermer, en fait, en français courant, pour être brutal, puisqu'il adore le côté machin. Vous avez Pascal Praud aujourd'hui dans le JDD, je ne fais pas de citation habituelle, mais là, franchement, entre Béatrice Brugère et Pascal Praud, je dois dire que mes lectures ont été plutôt rassérénantes ce matin, explique que la série invraisemblable de petites phrases inutiles. Parce que la petite phrase qui répond à une agression, la petite phrase qui sort parce qu'on sort de ses gonds, voilà. Mais là, il en a eu un doublé. Ce n'est pas un problème de moyens, ne me parlez pas de moyens, bah de quoi parle-t-on donc? Et il n'y a pas de cri, mais la rage sourde, la colère froide qui existe dans ce pays. Moi, je rencontre des gens tous les jours, je ne suis pas enfermé dans une voiture blindée, je ne sors pas de mon hélicoptère pour rencontrer d'autres gens qui sortent de leur hélicoptère. Je suis dans la rue, je vois des gens dans le train sortant d'ici, en y arrivant. Leur colère est inédite à ce point. Ce n'est pas une affaire, c'est une vraie crise. Bon, on va voir ce sujet sur les petites phrases de Sarah Fenzari. Et c'est vrai que depuis maintenant 9 ans, c'est incroyable en fait.
quand on les accumule comme ça, on se dit... Mais ce qui est incroyable, c'est de ne jamais tirer les conséquences de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il devrait se méfier lui-même. Là, c'est Maud Bréjon qui l'a dit, donc c'était validé. Ah, mais bien sûr, non, mais c'est ça le pire, c'est que là, ça ne lui a pas échappé. Ça a été validé. Il faut expliquer, hein. Le porte-parole du gouvernement vient devant les journalistes avec un verbatim qui a été validé par les services de l'Élysée. D'ailleurs, Maud Bréjon a précisé ce matin que, en fait, le président de la République s'adressait aux politiques quand il dit qu'il ne fallait pas réagir avec des cris. C'est la précision qu'elle apporte ce matin. Sauf que personne ne l'a compris comme ça. Donc en fait, c'était pas approprié comme terme. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il corrige des erreurs quand ce ne sont pas des erreurs pour lui? En fait, il explique aux Français, vos réactions sont complètement ringardes, on est au-dessus de ça, vous êtes dans la démagogie. Il utilise quand même le mot de démagogie. Il y a une émotion nationale autour de cette affaire, bien compréhensible. Au lieu d'en prendre sa part et de faire preuve d'un minimum d'empathie, il vous dit oh, tout ça, ce sont des cris, c'est de la démagogie. Non, c'est pas une erreur pour lui, c'est comme ça qu'il voit la vie. Mais du coup, ça met surtout en porte-à-faux les autres déclarations. On a entendu Aurore Bergé déclarer hier qu'il fallait être rapide, efficace et collectif. Comment être collectif quand on demande justement de taire cette gronde collective? Et ça met aussi en porte-à-faux le reste du gouvernement. Gaël Atlan-Ackerman, je vous propose... Le président lui-même, souvenez-vous, il avait dit c'était pas inacceptable, intolérable, enfin il y a des fautes inexcusables. Lui-même avait réagi. Mais bien sûr. Donc il aurait pu aussi s'appliquer cette règle de ne pas réagir comme ça. Voyons le sujet de Sarah Fenzari. Ce sont des petites phrases devenues de grandes polémiques. Depuis son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron a souvent marqué les esprits par ses formules chocs. Des mots quelquefois assumés, parfois regrettés. La première séquence choc, en 2017, lors de l'inauguration d'une start-up à Paris. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Des mots presque méprisants qui lui vaudront durablement cette image de président éloigné des réalités du quotidien. En 2018, 6 jours après l'éclatement du scandale Benalla, le président de la République sort du silence. Un responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Une phrase perçue par beaucoup comme une démonstration de défiance et de verticalité du pouvoir. Mais quelques semaines plus tard, c'est en déplacement au Danemark qu'une autre de ses formules provoque la polémique. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Des propos vivement critiqués par l'opposition qui reproche à Emmanuel Macron de dénigrer les Français, sans oublier cette accusation. Certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Une formule qui immédiatement enflamme le débat public, comme plus récemment, après le drame de Liana, où les mots du président ont été rapportés par la porte-parole du gouvernement. On ne répond pas à un drame par des cris. Emmanuel Macron est provocateur pour les uns, déconnecté pour les autres, mais une chose est sûre, en 9 années de mandat, le président de la République a souvent été rattrapé par ses propres mots, parfois autant que par ses décisions. Bon, ça, c'est intéressant parce qu'à aucun président de la République, il n'y avait eu ce procès en petites phrases. Aucun. Nicolas Sarkozy, les réseaux sociaux existaient déjà, quoi, la médiatisation existait déjà avec Nicolas Sarkozy. Personne ne lui a reproché des phrases qui heurtaient les Français. Il y a des phrases qu'il avait dites sur lesquelles on pouvait discuter, mais c'était des phrases qui avaient une utilité. Là, le procès qui lui est fait à Emmanuel Macron, c'est de ne pas d'abord d'être contre son peuple d'une certaine manière, d'humilier les Français. La pire, c'est je vais dans une gare où il y a des gens qui sont rien. Je suis sûr, c'est invraisemblable. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est les Gaulois réfractaires, parce que, en fait, Emmanuel Macron poursuit un projet parallèle à celui de la France insoumise, qui est celui d'une nouvelle France. Lui, il dit qu'il faut en finir avec les Gaulois réfractaires. Mélenchon dit qu'il faut en finir avec les Gaulois tout court. Donc ils veulent remplacer l'un par la figure de l'immigré, l'autre par une figure un peu désincarnée du start-upper, etc. Mais ces deux projets qui s'appuient l'un sur l'autre et qui visent à la disparition de la France telle que nous l'aimons. Donc ces deux projets s'allient l'un à l'autre et soutiennent l'un l'autre. Il peut y avoir aussi une vision erronée de ce qu'est la France. Pas uniquement, je n'aime pas quand il dit que la France est une terre d'immigration.
c'est très contestable. Il y a eu une immigration récente de travail qui s'est aujourd'hui accentuée, mais auparavant, la France n'était pas une terre d'immigration. Bon, je vais vous faire écouter dans une seconde le maître de la petite phrase. Celui qui dit une petite phrase, mais précisément pour qu'elle entre dans l'histoire. Donc la petite phrase devient une grande phrase. Et vous l'écouterez dans quelques secondes. Vous l'écouterez dans quelques secondes. Comment ? Ça va pas être De Gaulle. Non, ça va pas être De Gaulle. C'est une phrase vraiment importante qui avait été dite au moment de la campagne présidentielle entre Lionel Jospin et Jacques Chirac. Et ça, justement, c'est le contraire. Parce que c'est pensé, c'est réfléchi, c'est pas impulsif, c'est stratégique. Donc vous l'écouterez dans une seconde. Ça fait sourire. Vous verrez si cette phrase... Écoutez, alors vous pouvez très bien le faire vous-même. Oui, et en plus, vous pouvez l'imiter parfaitement. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Bon, le sujet est dramatique. Le sujet, c'est l'IANA. Et vous allez écouter Rémi Hetz, qui est assez présent, hein, Rémi Hetz, pour battre sa coulpe au nom de tous les magistrats. Et il a rencontré les jeunes magistrats ou les futurs magistrats à l'école de la magistrature. Il a pris la parole, il était hier sur RTL. Écoutez-le. Je suis allé cette semaine à la rencontre de nombreux magistrats. Je suis allé aussi voir les 451 magistrats qui vont prendre leurs fonctions. Ils sont à Bordeaux actuellement, au mois de septembre. J'ai trouvé des magistrats bouleversés, inquiets, mais pleinement conscients de leurs responsabilités. Nous l'avons dit, c'est un échec collectif. Nous verrons s'il y a des responsabilités, mais c'est de toute façon un échec collectif. Il faut maintenant regarder l'avenir, il faut que la confiance revienne et pour cela, nous devons tous nous mobiliser. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas bouleversés. Ils sont bouleversés évidemment par la mort de l'IANA, mais j'espère qu'ils ne sont pas bouleversés par la magistrature. Ils doivent évidemment garder leur sang-froid et puis mettre en place d'autres solutions. Il y a 450 magistrats là qui vont être... C'est beaucoup, hein. Moi de mon temps, les promotions c'était 200 à 250 maximum. Oui. Bah, c'est pas mal, ça veut dire. On voit bien qu'il y a effectivement... Quel âge ils ont ces gens-là qui vont juger ? Ils sortent généralement de leur cocon familial, hein, de l'université. Oui, mais donc 25 quel ans. âge ? Ils ont 27 ans ? 25. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en sortant ? Eh ben, ils vont devenir juge d'instruction, substitut du procureur, juge des affaires familiales, juge des enfants. Vous ne trouvez pas que c'est trop jeune ? Ah ben moi, j'ai toujours pensé que la vraie qualité pour un magistrat, c'est l'expérience de la vie, avant tout. La patte humaine. La patte humaine, avant la technique. 25 ans. Rédiger une ordonnance sur réquisitoire, je vous apprends ça en une après-midi. Oui. C'est pas compliqué. Mais le bon sens, le jugement, l'expérience de la vie, ça, il faut du temps. C'est pour ça que les anglo-saxons, par exemple, recrutent dans la société civile des anciens avocats, commissaires, etc. Et nous, à la sortie du foyer familial, et à la sortie d'un beau diplôme et d'une belle réussite au concours, vous avez en poche un permis de juger. Voilà. Et vous virez les gens à 65 ans, quoi qu'il arrive ? 67. On peut prolonger un petit peu sous forme contractuelle. 70 même pour la Cour de cassation. Parce que c'est intéressant d'avoir des juges un peu anciens. Oui, on les récupère. On n'a pas le même rapport au monde. Oui. On est plus indulgent, j'allais dire plus intelligent quand on est vieux. A priori, si la vie s'est bien passée, on est un peu moins bête à 60 ans qu'à 20. Oui, on est un peu... Si la vie s'est bien passée. Il y a des exceptions. On est un peu moins bout de feu, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, hein ? Bout de feu. Bon. C'est-à-dire, il faut y aller, voilà, il faut montrer de quoi on est capable. Non, la justice, c'est pas ça. Sur la question des moyens, on voit bien qu'elle est au centre depuis le début de l'affaire Liana, mais il faut la repenser à l'aune du témoignage ce matin de Laurence Jambu, la maman de cette jeune fille qui a été violée. Et c'est vraiment, on est médusé quand on l'écoute, puisqu'elle raconte évidemment le temps judiciaire qui a été extrêmement long et qui a clairement joué contre la victime. Et ce qui est troublant dans ce témoignage, c'est de voir le mépris, en fait. Elle raconte comment sa fille a été interrogée la veille du bac. Enfin, c'est quand même assez consternant. Et comment elle a été interrogée à chaque fois la veille de départ en vacances. Donc, on veut bien réfléchir aux moyens, mais on voit bien là qu'il y a du mépris, il y a de l'indécence. Donc, quand on entend toutes les prises de parole sur l'efficacité, la rapidité et la prise de conscience collective, on est quand même assez médusé, c'est le terme, de voir comment cette jeune fille, cette victime,
a été traité. Gaël Atlan-Ackerman, puisque vous en parlez, on avait prévu de l'entendre dans quelques instants, mais elle était ce matin sur l'antenne d'Europe 1 à 7h10, et je vous propose évidemment de l'écouter, et vous me donnerez votre avis sur la confusion des peines, puisque ça pose évidemment ce sujet de la confusion des peines, puisque le violeur de cette jeune fille sort au nom de la confusion des peines. Les citoyens en ont un peu ras-le-bol de cette justice à plusieurs vitesses. On rappelle le principe de la confusion des peines, c'est qu'une personne condamnée à plusieurs reprises, la peine la plus longue va absorber les autres. Les peines ne se cumulent pas en France, et c'est ça qui vous révolte. Oui, complètement, parce que Roland Blaudy a été condamné à plus de 55 ans de prison, et il va en faire que 20. Ouais. Et ça, c'est inadmissible quand on est victime. Nous avons fait condamner la France à 4 reprises, une faute lourde et 4 dénis de justice, quand même. Si quelqu'un avait pris la peine de lire le jugement de la Cour d'appel de Paris en 2021, je pense que Liana ne serait pas morte. Et j'en suis même intimement convaincue, puisque nous sommes dans les mêmes dysfonctionnements. Et ça, c'est gravissime. Ça veut dire que on fait condamner la France. Il y a un jugement qui explique les choses, et personne au ministère de la Justice ne prend la peine déjà de recevoir Karine pour s'excuser, ce qui aurait été la moindre des choses quand on est dans une république. Mais en plus, on avait tiré les conclusions. Et j'entends le Sénat qui dit on va faire une commission. On n'est plus dans un état de droit, mais l'état de droit n'est pas là pour les victimes. Il y a longtemps que l'état de droit n'est plus là pour les victimes, en fait. Tous les jours, des enfants sont rendus à leur agresseur par décision de justice. Pour moi, cela s'appelle de la complicité de viol. Je suis désolée, je vais très loin, mais c'est ça, en fait, la réalité de tous ces enfants qui parlent, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, et qu'on rend à leur agresseur par décision de justice. Oui. C'est gravissime ce qui se passe en France, très grave. Des peines, elle a raison. Quelqu'un qui est condamné à 55 ans, je vois pas pourquoi les peines ne s'additionnent pas, enfin. D'ailleurs, Gabin le dit. La réclusion, ça s'additionne. Qui dit ça? Gabin dans le casseur bif. 20 ans de placard. Les dividendes, ça se divise. La réclusion, ça s'additionne. Ben non, les réclusions, ça s'additionne pas. Oui, non, mais c'est la confusion des peines, ça n'a pas de sens. Mais dans notre pays, il y a tout un courant qui... Non, mais répondez. Oui, mais je vous réponds qu'il n'aime pas la prison. Et donc, moins de prison il y a, mieux c'est. Donc, confusion des peines, c'est-à-dire que la peine la plus forte absorbe... J'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous en pensez? Aux États-Unis, c'est le cumul des peines. J'entends bien, vous en pensez quoi? Moi, je suis contre. Donc vous n'avez pas voté. Si je vais voir ce que vous avez voté, je ne vais pas retrouver... Mais j'ai jamais eu l'occasion de voter sur cette question qui ne sera jamais à l'ordre du jour, vous inquiétez pas. Et la confusion des peines, ça date de quand? Ça date de au moins la Ve République, depuis le début, oui. Je pense. Ou en tout cas, au moins depuis 80. Mais vous avez peut-être voté, vous, là-dessus? Non, quand vous étiez député. J'ai pas voté. On va vérifier. Oui. Il y a une phrase terrible dans ce que dit Stéphane. Elle dit l'état de droit n'est pas là pour les victimes. Ça fait mal. Mais elle a raison. Ben oui. Il est là pour le criminel qui est lui-même déjà une victime. Donc voilà. Bon, je salue Thomas Hill.